Qu'est-ce qu'on entend? C'est le piano mare. Vous savez qu'est-ce piano mare? C'est des... Ah, je sais pas. Des mouettes? Les mouettes, voilà, c'est ça. Mais on est où ici? C'est le Paris 14e. Voilà. Mais c'est sympa ça. On est accueillis par des mouettes au pied de la tour Montparnasse pour aller accueillir Sophie Talmen qui arrive de Brest. Bon, c'est un signe ça. Ça veut dire qu'avec elle se déplace le décor, tout le décor qui est présent dans ces livres, ces 4 romans qui sont publiés chez Albin Michel et qu'on trouve évidemment, puisque c'est une star chez Kobo, en numérique. Sophie Talmen qui nous attend parce qu'on va ensemble au Salon du Livre, on dit maintenant Livre Paris, où elle est, je crois, l'une des nombreuses invitées de cette 39e édition. Elle est dans son hôtel et c'est la pause petit déjeuner à cette heure-ci, on est au petit matin. Bonjour, j'ai rendez-vous avec celle qui vous a fait venir les mouettes. Ici, vous n'avez pas entendu les mouettes? Kobo présente un livre dans le tiroir. Une collection de podcasts dédiée à l'auto-édition réalisée par En Roue Libre. Épisode 2, rencontre avec Sophie Talmen. On entend, Sophie Talmen, que les ronrons de la climatisation de la salle du petit déjeuner de l'hôtel, on les entend plus. Non, mais entends-moi. Mais on n'entend plus les mouettes. Ah non, c'est bizarre. Mais des fois, Montparnasse, on peut les entendre. Oui, mais ça reste un mystère. Et c'est ces choses-là qu'on aime bien, justement. Elles nous font sortir du quotidien. Quelle définition vous donneriez-vous à la littérature? C'est une question difficile. La littérature, c'est une évasion pour moi, hein, depuis toute petite, finalement. C'est qu'on me raconte des histoires qui me sortent de mon quotidien et qui m'emmènent en voyage, essentiellement. Alors justement, comment ça a commencé? Cette petite fille bretonne, qui plus est, d'ailleurs avec un patronyme. Moi, je ne parle pas le breton, mais vous allez nous dévoiler ce que signifie ce nom. Alors, moi non plus, je ne parle pas breton. C'est un endroit que j'aime bien. Talmen, c'est un endroit qui est proche de mon domicile et qui, a priori, voudrait dire bec rocheux. Et quand on le retourne, ça fait mental. Donc, ça m'allait bien, puisque je suis neurologue à la base. Et donc, je me suis dit, c'est tout trouvé pour un pseudonyme. Le mental à l'envers. Et c'est un pseudo. Parce que, on va parler de la petite fille que vous étiez quand vous lisiez. Mais puisque vous évoquez le pseudo, au départ, et puis que vous confessez volontiers que vous êtes neurologue avant tout, mais je ne sais pas si c'est avant d'être écrivain, je ne sais pas si vous êtes médecin si vous êtes écrivain malgré vous. Moi, j'ai toujours voulu écrire et je suis née dans une famille de médecins. Donc, j'ai été baignée. Moi, mon père est médecin généraliste. Il exerçait à domicile avec le cabinet. Donc, on entendait les sonnettes, on entendait... Et c'est vrai que je pense qu'il m'a donné cette passion de la médecine. Et j'ai longtemps hésité entre les deux voies. Et je me souviens de mon papa qui m'a dit, quand je passais le bac, que je pourrais toujours écrire. Je pourrais toujours avoir ce côté un peu créatif. Mais par contre, la médecine, c'était pas un loisir. Et ça, il me l'a dit d'un air un peu grave. Et j'ai dit, ah, t'as raison. Et je me suis lancée dans les études de médecine sans trop réfléchir, en mettant un petit peu de côté ce côté créatif, mais pas totalement. Puisque à la fac, j'ai quand même animé un atelier de théâtre. On a monté La maladie de Saxe, le livre. Voilà, il y avait quand même le lien avec la littérature, encore dans les études de médecine. Et puis, une fois que les études étaient finies, que j'ai migré à Lorient avec toute la famille, que je me suis retrouvée là au bord de mer avec un peu de temps le soir pour
pour moi, et ben, l'activité créatrice, elle est venue toute seule. Et donc j'ai commencé mon premier roman. Et pour revenir sur ce geste, la petite fille qui est en Bretagne, il y a des souvenirs qui reviennent de vous avec le livre? Moi, je vais souvent dans ma chambre de petite fille où j'ai ma bibliothèque. Et du coup, je regarde tous ces livres que j'ai gardés avec une certaine émotion. Puis je mettais des petits papiers à l'intérieur, des petites notes. Voilà, dès que j'ai commencé à écrire, je mettais des petits papiers, des petites phrases qui me plaisaient, etc. Donc je retrouve ça, c'est marrant, comme un petit trésor. Et ces petites notes, ils étaient là pour souligner un moment, pour que vous-même vous empariez de Sophie Talmen d'une pensée, pour ne plus l'oublier ou pour la prolonger. C'était quoi ces petites notes? C'était étonnant, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, je mettais mon âge sur la petite note. Et c'est marrant parce que du coup, ça me permet de retrouver à quel âge j'ai lu ces livres-là. Des fois, je suis un peu étonnée. Parce que des fois, je me dis, ah ouais, j'avais 8 ans. Quand j'ai lu Tchekhov? Non. Et je reprenais une phrase ou un personnage qui m'avait plu. Ouais. Ça pouvait être très simple à 8 ans. Hein. Ce qui est peut-être moins simple, c'est de commencer à écrire soi-même, que ce soit plus des petites notes, mais que ce soit des petites histoires. Exactement. Et c'est vrai que tout a commencé par une phrase d'une de mes internes qui m'a dit « Oh là là, moi je suis contente d'être ici parce que moi ma peur, ma principale peur c'était d'être affectée à Brest, le bout du monde. » Et de cette phrase, parce que c'est vrai que Brest c'est la pointe de la Bretagne, je me suis dit « Ah mais ça va être le début d'une histoire ça. Je vais inventer un personnage féminin, donc une étudiante en médecine qui habite loin. Donc je pris la diagonale, je me suis dit, elle va habiter les montagnes, près de Grenoble. Marilou. Et puis elle va être affectée à Brest, le bout du monde à ses yeux, avec un peu d'appréhension. Et puis et elle va découvrir la Bretagne, elle va découvrir une histoire d'amour, elle va découvrir le milieu de l'hôpital, le milieu étudiant. Voilà. C'est démarré comme ça. D'une phrase, finalement, je me suis dit, je vais commencer. D'une phrase, c'est une trilogie qui arrive. Oui, c'est ça. Mais l'idée de la trilogie est rapidement venue. Parce que je me suis dit, là, j'ai 2 personnages principaux, donc Marilou et Mathieu, qui est un étudiant en médecine aussi. Un peu plus sombre que Marilou. Un peu plus sombre, et j'ai tout de suite eu envie de faire une trilogie. Et il y a presque cette impression, quand on lit ces 3 tomes publiés chez Albin Michel, qui sont parmi les meilleures ventes des plateformes de liseuses, on se dit, tiens, on est devant une écriture qui ressemble, qui nous fait nous rapprocher de l'écriture de séries télévisées aussi. Comme s'il s'agissait de feuilletons, de personnages dans lesquels on rentrait dans leur intimité, mais qui nous accompagnaient. C'est marrant, parce qu'on me le dit souvent. Mais c'est vrai que dans l'écriture... je fais des chapitres assez courts où constamment j'ai envie qu'on visualise la scène. C'était comme si c'était une scène, et donc j'ai envie que les lecteurs visualisent le décor, visualisent les odeurs, les couleurs, et que voilà, ils sont dans une scène. Et le chapitre suivant, c'est une autre scène. Et donc on m'a souvent dit que c'était une écriture un peu cinématographique, comme ils disent. Mais ça, c'était pas voulu à la base, c'est mon écriture. Si j'ai envie d'être au plus près de mes personnages, il faut que moi aussi, en tant qu'auteur, je ressente ce décor-là. Mais ce décor-là, c'est le vôtre, c'est celui de tous les jours, c'est celui de l'hôpital, c'est celui de ces blouses blanches, c'est celui de cette atmosphère si particulière du milieu de l'internat, de ces fêtes insensées, de cet univers carabin, mais aussi de ses peurs, de cette approche avec le malade, avec la maladie en général. Mais est-ce que c'est pas une manière, peut-être, docteur Sophie Talmen, de vous guérir l'écriture? Enfin, je veux dire, de vous guérir, d'évacuer certaines choses. Exactement, puisque moi je voulais partir d'un personnage très naïf et le faire évoluer. Et moi je pense que quand j'ai démarré les études de médecine, j'étais assez naïve et assez sensible. Et donc je me prenais les émotions en pleine poire. Et j'avais vraiment envie d'inventer un personnage qui me ressemble un peu par rapport à ce vécu-là. Bien sûr, j'ai pas du tout la même histoire que Marilou, je viens pas de Grenoble, j'ai pas vécu cette histoire d'amour à rebondissement, etc. Mais j'avais vraiment envie de mettre sur papier ce que j'ai pu vivre et ce que mes internes en ce moment peuvent vivre. Le rapport avec la mort, le rapport avec la maladie, le rapport avec cette responsabilité, le rapport avec la hiérarchie. Et puis, finalement, ce décalage entre la vie à l'hôpital, et puis dès qu'on ferme la porte de l'hôpital, bah, hop, on est un étudiant de 25 ans, avec plein d'hormones, et puis avec l'insouciance aussi des années étudiantes.
Et puis, quand on ferme la porte, on est en Bretagne et on peut aller aussi à la plage en sortant du boulot, prendre le surf. Et puis c'est ça que j'avais envie d'écrire aussi. Ce décor breton dans lequel je vis et qui m'inspire. Ouais. C'est presque le premier personnage de ces 4 romans que vous nous livrez. Rappelez-nous le titre du dernier. Qui ne se plante pas ne pousse jamais. Et maintenant, petit exercice incroyable, au moment où on va se rendre au Salon du Livre, petit exercice improbable, mais petit exercice difficile, le pitch. Ah, le pitch. Alors, le pitch, moi je parle de Jacqueline, un personnage féminin formidable. Une femme de 80 ans, un peu loufoque, qui croque la vie à pleines dents, et qui, au crépuscule de sa vie, se dit « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire réaliser aux 2 personnes que j'aime le plus qu'il faut qu'ils apprennent à se poser, à planter les pieds sur terre et pour pouvoir grandir, à vraiment ancrer leurs racines, apprendre à rêver et pas vivre à 100 à l'heure. » Et ces 2 personnes, c'est Margot, sa petite fille, qui travaille dans une chocolaterie familiale et qui vit à 100 à l'heure, qui est une working girl, qui s'oublie un peu dans le travail, et Alexandre, son petit voisin, qu'elle a élevé, qui est interne en médecine et qui s'apprête à finir ses études de médecine et à se marier. Et donc elle va inventer un projet fou pour les faire ouvrir les yeux et apprendre à écouter battre leur cœur et vraiment à ancrer leurs racines. D'où le proverbe qui a 2 sens: qui ne plante pas ses racines ne peut pas pousser, qui ne se trompe pas dans la vie ne peut pas pousser aussi. Voilà. Voilà le pitch. Mais à propos de pitch, puisque c'est ça que l'on va aller voir tout à l'heure, on va participer à cet open pitch au Salon du Livre, Livre Paris, ça s'appelle maintenant, c'est la grand-messe qui réunit tous vos confrères et vos consoeurs, tous les écrivains, les éditeurs, et puis les nombreux lecteurs. Les gens qui vont venir sont des gens qui écrivent parfois, des gens qui ont envie peut-être de voir leur livre publié, des gens qui doivent peut-être redouter ce moment où ils doivent essayer de convaincre le jury que ça va être quelque chose de publié. Vous-même, à quel moment vous avez décidé qu'il fallait publier cette histoire que vous avez écrite? C'est pas facile de se faire confiance en disant ben voilà, j'ai fini mon roman et il est assez bien pour être publié. Ça, on a du mal à se le dire, ça, on peut pas se le dire. Et donc, d'abord, c'est les proches qui nous donnent cette confiance-là en disant « mais si, vas-y ». Et moi, d'abord, j'avais peur de l'envoyer comme ça sur une plateforme. J'ai d'abord envoyé à des maisons d'édition. J'ai reçu quelques lettres de refus ou pas de lettres du tout. Et c'est vraiment poussé par les proches que je l'ai mis sur la plateforme. Sur une plateforme, et c'est même mon cousin qui est artiste qui m'a fait une couverture. Enfin voilà, la famille m'a accompagnée. Et hop, en un clic, je me suis lancée, mais un peu la peur au ventre, en disant, oh là là, ça y est, là je vais avoir des lecteurs, ou pas, et je vais avoir un retour sur le texte. Revenons sur ce moment-là, dans ce mois de février 2015, où justement vous décidez, Sophie Talmen, d'envoyer votre manuscrit. Vous ne l'envoyez pas à un éditeur. Non, je l'envoie à 16 en allant effectivement dans la médiathèque de ma ville pour dire dans quelle ligne éditoriale je peux être. J'en choisis 16. Voilà, donc je l'envoie. Et j'ai reçu deux lettres de refus au bout de 2 mois. C'est tout? Ouais, au bout de 2 mois. Et donc, du coup, je l'ai mis sur la plateforme. Et là, au bout de 3 semaines, j'étais numéro 1 de toute la plateforme. Donc, et là, j'ai 2 maisons d'édition qui m'ont appelée, dont une qui m'avait déjà envoyé une lettre de refus. On découvre donc en s'auto-éditant, en étant auto-édité, mais c'est vrai que s'auto-éditer, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on fait, qui est un acte qu'on a l'impression de maîtriser jusqu'au bout. Non, je dirais pas qu'on a vraiment pas l'impression de maîtriser. Ah non, on est tout seul, on a fait son texte, on sait qu'il y a sans doute des petites coquilles, on sait qu'il est absolument pas parfait, mais on se lance, on saute dans le vide en fait, parce que c'était tellement du travail et j'avais mis tellement de moi dans ce livre que j'avais un besoin de lecteur. C'était la première fois de ma vie, donc je me suis lancée. Le livre n'est pas resté longtemps, le manuscrit, dans le tiroir.
Ben, les 2 mois... Non, je l'ai tout de suite envoyé au 16, voilà. Les 2 mois d'attente en ayant ces 2 lettres, voilà. Et là, mon cousin m'a rapidement fait ma petite couverture sympa. Et en un clic, c'est posté hein, sur la plateforme. Hein. En une soirée, c'était fait. Et vous aviez conscience que ça allait pouvoir aller aussi vite, ou c'est encore, 4 ans après, de l'étonnement, Sophie Talmen? Non, c'est de l'étonnement total. C'est de l'étonnement total parce que avec la plateforme KDP, hein, pour ne pas la citer, on a tous les jours le nombre de lecteurs, enfin de gens qui téléchargent. Et il y a un week-end, je me rappelle, on est parti en famille à Groix, et mon mari me dit, mais t'as doublé aujourd'hui. T'en as pas 20, t'en as 40. Je dis, ah bon? Et le lendemain, il me fait, bah, là, t'as doublé encore, t'es pas 40, t'as 80. Et puis hop, ça doublait jusqu'à 150 par jour. Et j'ai dit, ah bon, mais... Et hop, numéro 1 en 3 semaines de toute cette plateforme-là. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'enclenche comme ça? C'est quelque chose de... On comprend pas. Il y a peut-être une chose, qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui ne sont pas passés à l'acte et qui gardent ce manuscrit, qui garde ce roman, qui garde ce recueil de poésie, qui garde cet essai fondamental dans leur tiroir? Qu'est-ce que vous leur dites? Ben, je leur dis d'oser. Maintenant, il y a des... Je veux pas non plus les brusquer, parce qu'il y a des personnalités qui peuvent pas se lancer comme ça. Donc, je leur dis éventuellement de faire lire aux proches d'abord, parce que les proches, c'est important. Parce qu'on a besoin d'être entouré dans une démarche comme ça, pour avoir déjà un retour bienveillant sur ce qu'on a fait. Et puis après, voilà, qu'ils osent s'ils en ont envie et s'ils en ont le courage, parce que c'est pas facile. Voilà. Il y en a qui nous attendent. On va quitter l'hôtel au pied de la tour Montparnasse, peut-être croiser les mouettes, s'engouffrer dans un taxi parisien, arriver porte de Versailles dans la cohue, parce que c'est une cohue, sa grande messe. Avec appréhension, Sophie Talmen? Non, pas d'appréhension, j'ai juste... il faut que je tienne. Il faut que je tienne le coup de voilà, cette journée un peu marathon. Non, j'ai pas d'appréhension, je suis contente. On y va. Bonjour. Bonjour. On va au salon du livre, porte de Versailles donc. Ça roule? Pour le moment, ça va, ça a l'air de rouler. Et est-ce que vous avez un livre dans la boîte à gants? Non, pas du tout. Je lis plus sur Internet qu'un livre en dur, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que dans les baromètres des lecteurs qui paraissent à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition au Salon du Livre, eh bien, on se rend compte que c'est une des choses qui bouge le plus. C'est justement cette lecture numérique. Oui, tout à fait. Oui, mais je pense que les lecteurs numériques ne grignotent pas les lecteurs papier. C'est souvent ce que je dis aux maisons d'édition, c'est que c'est différents types de lecteurs et que tout le monde il y a de la place pour tout le monde en fait. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent je ne lis pas. Et quand on creuse, bah si, ils lisent le journal, ils lisent les nouvelles sur leur smartphone, tout le monde lit en fait quand on creuse. Et le papier, est-ce qu'il finirait par manquer s'il disparaissait? Non, moi je suis persuadée qu'il a toute sa place comme le livre-objet. Le livre... je trouve qu'il y a eu un travail ces dernières années sur ce livre-objet, effectivement, sur le customiser, qu'il soit beau à toucher, beau à présenter dans une bibliothèque. Et, voilà, c'est important pour certains lecteurs qui aiment un auteur d'avoir ce livre-objet dans leur bibliothèque, de pouvoir le passer aussi. Ça ne se prête pas un texte numérique. Donc là, je le prête à ma sœur, je le prête à mon ami, on en discute. Donc moi, j'ai bon espoir qu'il ait encore toute sa place, ce livre. Vous mettez encore, Sophie Talmen, des petits mots dedans, des petits mots comme vous mettiez dans votre chambre d'enfant? Ah oui, oui. Ouais, moi, je mets à la fin les phrases que j'ai aimées, les tournures. Je mets pas mon âge, tiens, je mets plus mon âge, bizarrement. On approche de la porte de Versailles. Et là, tout d'un coup, on le sait, l'ambiance va être différente. On va sortir de petit habitacle du taxi parisien pour retrouver une certaine ferveur au milieu de
de ceux qui sont les professionnels, mais ceux qui peut-être vous intéressent le plus aussi, les lecteurs. Exactement. Ouais, non, j'ai toujours une petite, pas appréhension, mais qui n'est pas de lecteur. Je pense que je l'aurai toujours. On est arrivé. Au revoir. Au revoir. Vous n'avez pas été seul longtemps, hein? Non, non, effectivement. Bonjour. Bonjour, oui. On se retrouve, on s'est rencontrés au festival du livre, enfin aux rencontres du livre, au rendez-vous des écrivains de la Baule. Voilà, c'est ça. Ah, la Bretagne, encore la Bretagne. Interviewé. Moi Voilà. aussi. Et donc, racontez du coup ce que vous venez faire. C'est Alors, ce intéressant. que je fais, c'est la 10e édition de la dictée pour les nuls, qui se déroule sur la grande scène du Salon du Livre. On attend chaque année 300-400 personnes. Et c'est une dictée qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas tirée de oui, va à la pêche, mais est truffée de difficultés qui font les délices d'ailleurs de tous ceux qui viennent, puisqu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de bonnet d'âne. Au contraire, on s'amuse beaucoup. Mais alors dites à Jean-Joseph, Sophie, ce qui vous fait venir là aujourd'hui et pourquoi je suis à vos côtés. Et alors du coup, de 13 à 14 heures, je serai sur la scène des coulisses de l'édition Oui. pour un open pitch d'auteurs émergents qui vont nous... What's an open pitch in French? C'est ça. What? Exactement. D'anglicisme, c'est vrai, qui m'énerve un petit peu. Ah, vous avez bien fait de le souligner. Je vois pas ce que ça veut dire. C'est ça mon problème, c'est que je suis pas contre Alors, l'anglicisme, mais open, je ne vois pas ce que... pitch. Alors, un discours ouvert, oui. ouais. Je comprends bien un discours Alors en ouvert, fait, pendant 5 minutes, Oui. il va y avoir 8 auteurs oui. qui vont nous donner envie de lire leur Donc roman. vous allez pendant 5 minutes écouter. les écouter. Bah, mais c'est très bien ça, mais c'est génial. Voilà. C'était pas tant. Bravo Sophie. Mais on y va quand même, On y- parce que ah oui, là, oui. il s'agit d'une chose importante, c'est de faire émerger des écrivains, des nouveaux talents, Oui. ou en tout cas des gens qui ont envie de passer à l'acte et qui ne gardent pas le manuscrit dans le tiroir. Ça c'est très très bien. Et ça bip. Ça a bipé combien de fois? 1000 fois, je pense. Et il paraît qu'en 3 jours, ça va biper 165 000 fois. J'espère, c'est mon travail. Moi, je voulais prendre d'autres mon gars, mais ça, Vous avez repéré qui? J'ai repéré. Ah, Tu vas bien Véronique, oui, très bien. Alors, Véronique, tu es déjà avec suivie Alex. bonjour Alex. En roue libre pour Kobo. Eh ben, très bien. Camille Mofidi, c'est une question comme ça qui est arrivée en même temps que Sophie Talman quand on est rentré dans la grand-messe, la porte de Versailles. Pourquoi c'est quelque chose qui est présenté en anglais, open pitch? Eh ben parce que Kobo Writing Life, c'est aussi de l'anglais et nous sommes une société canadienne à l'origine. Et le mot pitch est maintenant passé dans la langue française aussi. Il y a des concours de pitch très fréquents. Et effectivement, on pitch en français, quoi qu'il en soit. Les règles? Les règles, 5 minutes pour résumer brièvement son histoire et donner envie au jury et au public de découvrir le livre et d'en savoir plus. La récompense? Une mise en avant sur la librairie Kobo à l'issue du vote du jury et du public. Et puis la possibilité d'avoir un échange personnalisé avec le jury. Elle vient d'arriver. Sophie Talman est là. Qui est là. Très bien, on va commencer. Le rôle d'une marraine, c'est Les marraines du concours d'écriture Les Talents de demain. donc une sorte d'arbitre? Une sorte d'arbitre et puis même quelqu'un qui inspire aussi les auteurs. Merci. Donc sans plus tarder, j'invite Anthony Altman, Arnaud Lequertier, Marianne Ravier, Alison, Olivier Basset, Juliette Caron. et Sophie Rousier à passer au pupitre. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, je vais vous pitcher, en bon français dans le texte, mon second roman qui s'intitule La tectonique de l'être. Drame mémoire vive. Table d'hôte à Vaumilandes. On est comme tel. pourquoi, virgule, Enola-Gay, point d'interrogation. À la vie, à l'amour et à la joie. Négralgie. Happy road trip to you. Les Géniades. Il était une fois dans un pays très lointain, qu'on appelle aussi l'Empire du Milieu. Il était une fois dans un espace-temps différent de nôtre, des tribus d'animaux génétiquement modifiés, les Géniades. Dans les coulisses, l'ambiance est comme à son habitude, faite de rivalité, d'ego exacerbés et de petites mesquineries diverses. Une jeune femme dépose son bébé à l'orphelinat pour une raison inconnue. Sur la route, il y a une petite fille, Adèle. Elle a 4 ans. Elle se promène avec sa maman.
Et à ce moment-là, arrive une escadre, et malheureusement, dans ce bombardement, la mère d'Adèle meurt. Un premier cadavre en costume de Mickey est trouvé dans le système de trappe du château. Cela vous semble farfelu? À Anna aussi, peut-être. Du moins jusqu'à ce qu'elle ne l'expérimente. Elle gagne sa croûte et se répète chaque jour qu'il vaut mieux être là que dans une mine. On lui a cassé son rêve et elle en veut au monde entier. Alors avec ce livre, j'ai voulu parler d'amitié, d'orgueil, de confusion, de liberté, d'héritage et du besoin d'écrire. Et j'ai commencé à lire et à écrire en même temps, mais j'avais pas lu 10 livres dans ma vie jusqu'à il y a 10 ans. Quoi. Donc pourquoi je fais ça? Moi-même, j'en sais rien. Mais voilà, je peux pas vous le dire. Merci beaucoup. Alors, ça va être le moment des délibérations. Olivier Bassine, bravo. Merci beaucoup, je suis ravi, je m'y attendais, enfin c'est un peu facile, tout le monde dit ça, je m'y attendais pas du tout. Mais c'est surtout le jury, un jury de professionnels, être reconnu par un jury de professionnels pour une trame. Ça ne veut pas dire qu'elles ont lu le livre non plus. Je suis d'autant plus ravi d'avoir pu séduire un jury avec une histoire qui finalement mélange un peu d'histoire et beaucoup de fiction. Et surtout, ce qui était intéressant pour moi dans l'exercice d'écriture là, je l'ai dit en début de pitch, c'était alors que le héros de mon premier roman était un homme assez macho, on était sur un roman historico-policier qui était avec de l'action. Là, j'ai voulu me livrer à un exercice beaucoup plus sentimental, beaucoup plus introspectif, et par le biais de 2 femmes en fait. Voilà, c'est ce qui m'a... et je pense que peut-être le fait d'avoir eu un jury exclusivement féminin a peut-être aidé un petit peu à la chose, voilà. Et le livre? Ah oui, bien sûr, quand même, on va pas... Pourquoi, virgule, Enola Gay, point d'interrogation, c'est très important. Parce que quand on dit pourquoi Enola Gay, la virgule a son importance. C'est l'histoire du livre, voilà. Ça se joue à une virgule. Bonne chance au bébé. Enfin, est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ce manuscrit qui est sorti du tiroir? Pour l'instant, c'est un bébé, oui, mais ce sera un livre. De toute façon, le premier, je l'avais fait plus ou moins en auto-édition, je l'avais fait sur la plateforme Kobo aussi. Au total, j'ai touché plus de 1000 lecteurs entre le numérique et le papier. Donc, pour un premier, en auto-édition, c'est plutôt pas si mal que ça. Puis celui-là, je lui espère... je pense qu'il est meilleur que le premier d'ailleurs, donc je lui espère un bel avenir. Et donc merci à tous. Et juste donc pour mémoire, les 2 titres, le lauréat c'est Pourquoi Enola Gay d'Olivier Bassine et un coup de cœur de Sophie Talmen qui est la marraine de notre concours d'écriture Les Talents de demain avec Ariane Ravier, Table d'hôte à Vaumiland, mais c'est un titre de travail qui va très certainement changer. Merci à tous. Très bon salon. Oui, j'avais voulu donner un coup de cœur parce que j'avais envie de vous mettre en avant. Sachant que j'aimerais vous aider à changer de titre. Puisque, voilà, j'ai aimé votre décor, un décor un peu de bisounours, mais vous prenez un contre-pied avec des gens qui ne sont pas forcément heureux. Donc ça m'a fait penser un peu à l'univers des livres d'Agatha Raisin, je ne sais pas si vous les avez lus, qui sont des polars, pareil dans un décor un peu, pas de bisounours, mais un décor assez coloré, de petits cottages en Angleterre où on ne s'imagine pas que des meurtres peuvent s'y passer. Donc voilà, j'avais envie de vous aider, donc les 2 livres seront mis en avant. Ariane Ravier, vous êtes la chouchou de la marraine. Ça c'est génial, et puis c'est très inattendu surtout. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas trouvée très brillante sur l'exercice, parce que j'avais trouvé qu'il y avait des gens qui étaient intéressants et qui en plus s'étaient mieux sortis de ce pitch que moi. Donc j'étais vraiment très étonnée d'avoir été retenue. Et vous aimez parler, mais vous aimez surtout écrire finalement. Oui, bien sûr, oui. Mais j'adore écrire, oui. J'adore écrire, j'adore lire, j'adore les histoires, je suis comédienne. Donc j'aime les histoires, j'aime en raconter, j'aime en jouer, j'aime en créer, j'aime l'histoire, oui. Oui. Au-delà de tout le reste d'ailleurs. L'histoire pour moi c'est quelque chose de très important, oui. Ce livre, il ne sera plus dans le tiroir. J'espère bien, oui. C'est une grande envie que j'ai, c'est des livres, j'en ai 2, j'ai celui-là, puis j'ai une espèce de conte de fées moderne qui dorment depuis un petit moment sur mes étagères, j'aimerais bien que ça sorte, oui. Ça vous étonne de savoir, par exemple, qu'il semblerait qu'un tiers des Français ait un livre chez eux?
dans le tiroir, qu'ils hésitent à passer à l'acte? Oui, ça m'étonne parce que il y a une société qui nous fait croire que les Français, les gens lisent plus et surtout on ne parle jamais des Français qui écrivent, voire des gens qui écrivent. Or c'est vrai que moi je suis au Salon du Livre tous les ans, c'est toujours blindé de monde, il y a toujours énormément de monde, de gens qui achètent vraiment énormément de livres et en fait ça m'étonne finalement pas tant que ça que les gens se lancent dans l'écriture. C'est le fameux ego, vous savez, je vais raconter ma vie, la vie de mon grand-père, machin a pété, je vais le raconter, enfin n'importe quoi. Les gens ont toujours envie de s'exprimer beaucoup, oui. Les ateliers d'écriture, il y en a plein Paris, c'est toujours complet. Non, ça m'étonne finalement pas. Le silence est d'or, parce qu'on a réussi, Sophie Talmen, mais c'est un exploit à trouver un endroit où il n'y a personne autour de nous, alors que la multitude est là. Ah oui, ça, la multitude est là. On a du mal à circuler dans les différents couloirs, avec une chaleur impressionnante. Je sais pas, on est sur un pic, on est en plein milieu de l'après-midi un samedi. C'est dans cette 39e édition du Salon du Livre. Livre Paris maintenant, je sais pas, ils vont peut-être les avoir atteints, les 165 000 lecteurs attendus sur ces 3 jours. Ça vous fait plaisir tout de même, ça, de pouvoir le constater physiquement et en signant et en voyant l'intérêt du livre? Ah mais complètement, hein. Moi je vois d'année en année que les gens déjà reviennent et sont de plus en plus nombreux, avec toujours des retours très émouvants pour moi. Hein. Je vois que les gens sont rentrés dans l'univers et n'ont pas envie d'en sortir. Et du coup, ça, c'est génial. Est-ce qu'il y a quelque chose, au début d'une histoire, au début de ce geste-là, celui d'écrire, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait s'imposer? C'est la fin. Savoir où on va et savoir quelle sera la fin. C'est un peu la question que je me pose là avant de vous quitter aussi. Oui, c'est déterminant, je pense, quand on commence une histoire, de savoir où on veut en venir déjà et comment on veut la terminer pour pouvoir mener à bien son histoire. Ouais, tout à fait. Dans l'écriture, ça c'est capital pour moi, avant le titre. Alors moi qui ai ce micro en guise de stylo, je me demande comment on va se quitter. Il faut la trouver la fin aussi. Tout simplement, en se disant au revoir, voilà. Ou plutôt à bientôt. À bientôt, j'espère, oui. Vous avez remarqué que la plupart de ceux qui viennent et de celles qui viennent vous voir dans ces séances de dédicaces, et ils sont nombreux et elles sont nombreuses, vous disent à bientôt, vous disent vont revenir, vous ont déjà vu avant. Ah oui, je leur dis à l'année prochaine. Oui, je leur donne rendez-vous. Oui, c'est sympa. J'aime bien, et puis j'aime bien, c'est un exercice de reconnaître un visage. Et j'y arrive. Ouais. Et ça fait plaisir aux gens aussi, de se sentir reconnus. C'est l'effet inverse. Moi, ils me reconnaissent, et moi, je les reconnais aussi. Et ça, c'est ma façon de dire, vous avez été important pour moi. Un grand merci. Merci à vous. Kobo, c'est une plateforme dédiée à l'auto-édition, certes, c'est aussi un libraire. Un libraire qui vous présente aujourd'hui son choix. Épisode 2. Kobo présente le choix du libraire. Elle y pense depuis des heures. Elle y pense en regardant l'enfant étaler son yaourt sur la table. Elle y pense en le voyant lancer ses petites voitures contre la porte. En ramassant les jouets, en remplissant le lave-vaisselle, en épongeant le sol trempé après le bain, elle y pense tout le temps. Ce soir, elle ressortira. Elle s'accordera 2 heures cette fois. 2 heures, juste le temps de rejoindre le fleuve. Elle croisera des silhouettes, des visages, on la croira libre. Un homme peut-être lui parlera. Un homme peut-être la prendra pour une jeune fille. Elle n'a pas changé tant que ça après tout. Elle se regarde dans le miroir de l'ascenseur. Est-ce que son visage a changé? Un inconnu ne remarquera rien dans la nuit. Il l'accompagnera quelques pas. Ils échangeront quelques mots, ce sera agréable. Quelques instants, elle pourra être autre chose qu'une mère. Elle,
C'est qui Marie Rajaonava? Elle, c'est l'héroïne d'un roman de Carole Fives qui s'appelle « Tenir jusqu'à l'aube ». C'est donc le choix du libraire de Kobo ce mois-ci. Ce n'est pas à proprement parler un polar, ce livre chez Gallimard de Carole Fives, mais c'est un livre un peu noir. C'est un livre un peu noir, effectivement, mais c'est un livre qui se lit comme un polar, c'est-à-dire qu'il y a une tension narrative tout au long des pages et qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous pitcher le livre quand même. Donc, c'est l'histoire d'une mère célibataire qui donc élève seule son fils de 2 ans. Elle vit à Lyon, là où nous sommes actuellement pour Quai du Polar, et c'est pas sa ville d'origine. Donc sa famille est loin, ses amis ne vivent pas dans la ville et elle se retrouve très seule. Elle se retrouve en un duo, un huis clos avec son fils. Et elle est d'autant plus seule en fait qu'elle est graphiste freelance, donc elle travaille de chez elle. Elle travaille de chez elle, elle est censée travailler de chez elle, parce qu'en fait, son fils de 2 ans l'accapare. C'est un petit garçon capricieux, difficile, colérique. C'est un petit garçon qui cherche son papa. Et c'est un petit garçon qui est exclusif et très accaparant et qui lui pompe toute son énergie et tout son temps. Et donc cette jeune femme, elle doit faire face à tout toute seule. Donc elle doit s'occuper de son fils, faire face aux démarches administratives. Alors je vous laisse imaginer la banque, la crèche, l'avocate, le pédiatre. C'est une vraie combattante du quotidien et elle vit dans cette espèce de tension. C'est extrêmement bien décrit. C'est un vrai coup de cœur pour moi ce livre. Elle suffoque un peu dans ce quotidien avec son fils où il faut qu'elle trouve du temps pour travailler parce que son temps c'est de l'argent et si elle ne travaille pas, elle ne gagne pas d'argent et on sent la précarité qui est vraiment très très proche. Et là, sa situation financière qui est extrêmement précaire et qui peut à tout moment basculer. Pourquoi ce titre, Tenir jusqu'à l'aube? Alors justement, le titre, c'est une référence au conte La chèvre de Monsieur Seguin, qui a tiré sur la corde, qui s'est enfui et qui, face au loup, au milieu de la nuit, face au loup, s'est dit qu'elle allait essayer de tenir jusqu'à l'aube. Et en fait, ce titre est aussi, s'explique aussi par le fait que cette jeune femme, donc cette héroïne, quand on ouvre le roman, elle a besoin de s'échapper. Elle a besoin de sortir de son appartement. On devine que c'est une chambre de bonne au 6e étage qu'elle partage avec son fils. Elle a besoin de s'échapper, elle a besoin de faire une fugue. Elle n'en peut plus. Et donc du coup, dans le premier chapitre, elle sort de chez elle pour s'aérer, pour juste faire le tour du pâté de maison pour prendre l'air. Et en fait, comme la chèvre de Monsieur Seguin, petit à petit, de plus en plus, elle va partir la nuit en laissant son fils de plus en plus loin, de plus en plus longtemps, quitte à se mettre en danger. N'en dites pas plus. Et à mettre en danger son fils. Non, et c'est aussi une description très juste de l'époque actuelle parce que l'héroïne, à un moment, plusieurs fois, elle va sur des forums parce qu'elle se dit qu'elle va trouver des conseils pour mère solo, puisque c'est un peu la terminaison marketing maintenant de la mère célibataire, c'est la mère solo. Donc elle se dit qu'elle va trouver des conseils, des avis, du soutien. Et là, elle se retrouve face à ce que le web et les forums peuvent parfois produire de pire, c'est-à-dire la bien-pensance, le discours moralisateur, culpabilisant. Comment oses-tu dire que tu ne supportes plus ton enfant? Comment oses-tu dire que tu veux prendre l'air? Pense à toutes ces femmes qui veulent des enfants et qui ne peuvent pas en avoir. Enfin, c'est un roman, ça a été mon grand coup de cœur de la dernière rentrée littéraire. Pour moi, c'est un roman coup de poing. La couverture est splendide. Il faut vraiment le lire. Et c'est chez Gallimard. Si vous avez aimé cet épisode d'un livre dans le tiroir, cette collection de podcasts proposée par Kobo et réalisée par En Roue Libre, faites-le savoir en le partageant sur la toile, en vous abonnant sur notre compte SoundCloud. Un livre dans le tiroir est aussi présent sur iTunes, Spotify et tous les agrégateurs de podcasts de votre choix. Toute la bibliographie de l'auteur et d'autres informations sur l'auto-édition sont disponibles sur le blog www.kobowritinglife.fr.